Alors, bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être ici, de vous accueillir, puisqu'on est assez nombreux. On se posait la question de savoir si les personnes allaient être intéressées ou pas. Donc on vous accueille et on est surtout très heureux d'accueillir Monseigneur Ciodo pour cette conférence qui est organisée en collaboration avec le groupe de bioéthique Norizère qui se réunit à la clinique régulièrement et les AFC du Bas-Dauphiné. Notre AFC du Bas-Dauphiné s'est bien impliqué, et en tout cas le plus possible, dans les états généraux de la bioéthique. Bien présente ce soir et avec joie pour cette conférence, car les enjeux de la bioéthique sont essentiels pour la famille et la conception de l'être humain dans la société. Le groupe de réflexion, lui, se réunit régulièrement. Il a la chance, depuis quelques années, d'être accompagné à chaque fois que cela lui est possible par Monseigneur Ciodo, qui vient nous rejoindre. Monseigneur Ciodo est médecin, passionné par la recherche. À la fin de ses études médicales, il part à Boston pour travailler à sa thèse sur le cœur. Il exerce ensuite sa spécialité à NIH, je le prononce à la française, l'Institut national de la santé à Bethesda, aux USA, comme chercheur en chirurgie expérimentale. Puis, il poursuit sa route et entre au séminaire en France. Ordonné prêtre en avril 1985 à l'église Notre-Dame, à Bourgoin-Jallieu. Il est tout d'abord en responsabilité à Voiron, où il est revenu actuellement, après 20 ans passés à Rome comme directeur scientifique de l'Académie pour la vie. C'est là que nous l'avons rencontré pour la première fois, lors d'un voyage à Rome avec quelques amis. Depuis son retour en France, il voyage beaucoup pour apporter sa contribution aux réflexions et recherches dans différents groupes en Europe et dans le monde. Il a mis au point une formation sciences et éthique dans le cadre d'une masterclass pour les soignants et qu'il donne à Paris à la Fondation Jérôme Lejeune, que l'on peut suivre aussi, si certains d'entre vous étaient intéressés, en e-learning. Monseigneur Ciodo va nous dire lui-même comment va se dérouler cette soirée, et nous sommes vraiment très heureux de sa présence parmi nous ce soir. Merci bien. Alors d'abord, bonsoir, je vous salue et je suis heureux d'être parmi vous. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un temps limité, c'est un peu point de vue sur ce qui nous permet de discerner les questions dans le domaine de la bioéthique. Un petit peu le problème qu'on a vu avec ces discussions, c'est que très souvent, en France mais aussi ailleurs, on part d'un point de vue émotif. Il n'y a pas de formation bioéthique et les gens partent de ce qu'ils ont lu sur le journal, l'autre, mais toujours à un niveau émotif. Or, la bioéthique est une science et qui a ses propres règles et ses propres moyens. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors durant ce que je dirais, si vous avez des questions, vous pourrez les écrire sur un petit papier qu'on reprendra à la fin, ce qui me permettra d'y répondre. On essayera de réserver un bon temps pour la discussion parce que c'est ça qui vous intéresse quand même. La bioéthique est quelque chose de relativement nouveau, puisque avant on parlait d'éthique médicale. Il y avait le groupe à Bourgoin qui, des années, se réunissait, c'était pour l'éthique médicale, dans laquelle les médecins se réunissaient sur des cas cliniques entre eux et en discutaient, en voyaient un petit peu les différents points de vue. Alors, pas faire l'historique, mais cette bioéthique est née après tout le chamboulement un petit peu de la révolution biomédicale de la fin des années 60, années 70, où tout a changé. La réanimation, les pacemakers, les transplantations, tout ça est venu, dans un changement aussi de culture et d'atmosphère, qui s'est singularisé par le fameux mai 68 en France, mais qui a été un phénomène général, dans lequel en particulier on a rejeté le paternalisme de la vieille médecine hippocratique. Ayant rejeté la vieille médecine hippocratique, on s'est trouvé dans un vide. Et en même temps, dans ces mêmes années, s'est développée la peur
une peur planétaire, peur qui concernait à l'époque la surpopulation du monde, on l'a déjà oublié, mais à l'époque c'était représenté comme quelque chose d'épouvantable, et les personnes âgées s'en rappellent encore, la bombe démographique, qui s'est résolue d'elle-même d'ailleurs après. Mais on était aussi sensible à la pollution, et donc avec ces thèmes d'une certaine menace planant sur l'humanité, et en même temps d'une médecine devenue de plus en plus technique, travaillant dans les laboratoires, s'éloignant des patients, et au fond décidant par elle-même et des points sur lesquels elle voulait progresser, s'est ouvert un grand point d'interrogation. Est-ce qu'on peut continuer à laisser les médecins faire ce qu'ils veulent, faire les recherches qu'ils veulent, ou ne faut-il pas nous-mêmes voir ces questions, en délibérer et devenir adultes, et voir ce qui est bon pour l'humanité et ce qu'on doit contrôler. À l'époque, il y avait toute la question de l'ADN, des fameuses manipulations génétiques qui inquiétaient beaucoup. Là encore, les choses se sont écartées. Et Van Rensselaer, Potter, a fait un livre en 1971 qui s'appelait Bioethics, The Bridge to the Future. Donc la bioéthique comme pont vers le futur, avec une visée très écologique, très planétaire, mais dans lequel il indiquait cela. Ces questions, il faut les soumettre à un débat public. Et puis rapidement, la bioéthique est rentrée à l'université, au Kennedy Center, à l'université de Georgetown. Elle est américaine, la bioéthique. Ça, on l'oublie, elle est américaine. Et donc, elle a cette marque américaine, elle est extrêmement présente. Et là, on a voulu la transformer en un enseignement. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de base. Si la bioéthique continuait sur sa trajectoire, elle allait finir par de simples lignes guides qui seraient distribuées aux hôpitaux ou autres sur la façon de se comporter devant telle ou telle chose. Et donc, ce mouvement prendrait fin. Il n'y aurait aucune discussion. Alors, deux personnes, donc, de Kennedy, ont construit un système de principes pour guider la réflexion morale. Mais avant d'y arriver, je vais faire un rapide tour d'abord, et là vous avez le plan au tableau que vous voyez très mal parce que c'est tout petit. On y verra d'abord l'acte moral, avec la question de l'objet de l'acte, de l'intention et des circonstances qui sont importantes. Puis on passera par les principes justement de l'action morale en bioéthique, avec en particulier nos fameux 4 principes de la bioéthique actuelle, internationaux. Et puis on arrivera, là-dessus je vais insister, sur ce que j'appellerais la casuistique, c'est-à-dire ces quelques guides qui permettent d'arriver à un comportement assez précis devant certains cas en bioéthique, de n'être pas toujours en train de recommencer des réflexions ou des discussions. Et c'est cette casuistique qui est la plus importante. Alors, l'acte moral, on va y aller rapidement, on distingue l'objet moral, la fin de l'acte et les circonstances de l'action. Alors, l'objet de l'acte, c'est au fond ce qu'on veut faire. C'est le sens de l'agir. Par exemple, je passe devant un étalage où il y a des poires, excusez-moi, je reprendrai l'exemple des poires, ça plaît beaucoup aux éthiciens, on plante des poires et mon objet de l'acte, ça sera de prendre la poire, donc de prendre ma main et de prendre la poire. C'est l'objet de l'acte. La matière de l'acte, ça sera la poire. D'accord. Alors, cet objet de l'acte, en général, très souvent, il est neutre, il n'a pas de valeur morale. Et on l'appelle le finis operis, donc où il est neutre, où il a une certaine valeur en plus ou en moins. Alors, un même objet physique peut correspondre à, en fait, ce qu'on appelle différents objets moraux en fonction de la fin de l'acte. Hein, ce que la personne a comme intention dans sa tête. Je reprends mon vol de poire, ma prise de poire. Alors, la prise de poire,
Je peux la déclarer comme vol si elle est injuste, c'est-à-dire que si je prends la poire pour moi. Bon, et donc là, ce que nous appellerons un voile. Je n'ai aucun droit à me saisir de la propriété de l'autre. Par contre, ça c'était un cas classique de théologie. Si c'est une pauvre femme veuve qui a toute une marée d'enfants à charge, qui a perdu son emploi et qui crève la faim, alors là, passant devant l'étal de poire, la morale traditionnelle disait « elle peut prendre la poire ». Parce que là, on a une question vitale d'elle et de ses enfants, et on retourne au bien commun, à la propriété commune, à l'idée que tous les biens appartiennent à tous les hommes. Hein, alors vous voyez, deux conditions, et on peut comprendre que la femme pauvre ait pris cette poire sans mal. Bien, de même par exemple, si je coupe la jambe de quelqu'un, je peux la couper parce qu'elle est gangrénée, ou je peux la couper pour le torturer. On aura deux intentions différentes et un objet de l'acte assez varié. Le commerce sexuel, il peut être tout à fait conjugal ou encore adultère. Bien. Et de même, si je prends la pilule contraceptive, pas moi, mais enfin, si une femme prend la pilule contraceptive, elle peut le faire pour traiter une acné ou elle peut le faire à un visée contraceptif. Donc l'intention change beaucoup l'objet de l'acte. Alors, il y a quelques objets d'acte qui sont toujours mauvais, moralement. C'est ce qu'on appelle le mal intrinsèque. En lui-même, l'objet moral est mauvais. Et alors, il y en a quelques-uns, c'est classique, c'est essentiellement les attentats contre la vie. Donc l'avortement, l'avortement volontaire, l'homicide involontaire, l'euthanasie, vous aurez le suicide, vous aurez l'adultère, le blasphème et quelques autres. Mais enfin, c'est des actes très sérieux. Et là, quelle que soit votre bonne intention ou mauvaise, de toute façon, votre acte moral sera gangréné, il sera mauvais. Même si vous faites cette euthanasie pour venir au secours d'une personne, votre acte n'est pas correct. Bien, alors justement, j'ai pris un exemple, c'est la fameuse euthanasie par compassion. Ben, vous savez que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mot euthanasie était proscrit. Et deux mots qui étaient proscrits, eugénisme et euthanasie. Ça avait été ce qu'avaient fait les nazis durant plusieurs années, et ils avaient tellement bien fait que du coup, on ne pouvait plus réutiliser ces principes. Mais dans le monde, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout à fait convaincus de la justesse des idées d'Hitler. Hein. C'est pas du tout arrêté l'Allemagne, aux États-Unis, en France et tout. Beaucoup de gens qui étaient tout à fait d'accord pour ces programmes d'euthanasie et de purification de la race. Et ces gens-là sont restés en place. Et là, par exemple, vous avez l'Institut Rockefeller en Amérique qui était tout à fait supporter de l'eugénisme et des théories raciales et tout. Hein. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient les mêmes idées, en faveur de l'avortement, en faveur de l'euthanasie, etc. Ils n'ont rien dit, on a changé de refrain, on n'a plus parlé de ça. Mais ils ont réussi, en particulier, à coloniser les instituts internationaux naissants, l'ONU, le FNUAP, etc. Et du coup, ils ont pu, par la suite, commencer à faire avancer les pions. D'abord en faveur de l'avortement, et qui est venu comme ça sur le tapis, comme par hasard. Ça a été le plus facile, l'avortement. Et puis, plus tard, l'homicide par compassion, par euthanasie, on ne peut plus le dire. Et ça a été d'abord le premier registre de ceux qui étaient en faveur de l'euthanasie. Alors, on a eu toute une série de cas dans lesquels un père de famille jetait son enfant dans le Tibre, etc., pour des handicaps. Et là, ils venaient au procès et on leur disait, oui, j'ai agi par compassion, je ne pouvais pas, vous avez agi par compassion, mais vous avez fait un homicide. Alors, en général, ils étaient acquittés, mais en tout cas, on ne pouvait pas accepter leur geste. Bien, un autre exemple de mal intrinsèque, alors ce sera, paradoxalement, les peu sensibles, l'utilisation des embryons congelés et abandonnés. Vous savez que dans l'industrie des fécondations in vitro, elle marche parce qu'il faut pouvoir faire une ponction du plus grand nombre de follicules possible, hein, et donc on les fertilise, et on va pouvoir en implanter 1, 2 ou 3 suivant la mode, et le reste est congelé, parce qu'en général, le premier cycle de fécondation ne marche pas,
Et ça marchera peut-être au 2e ou au 3e cycle, et parfois jamais. Alors donc on congèle ces embryons, et puis quand le couple a obtenu le petit Albert qu'il désirait, le couple en général disparaît. Il coupe les ponts avec la clinique, on ne sait plus où il est. Et même si la clinique était de bonne volonté, elle n'arrive pas à rejoindre le couple, et donc on a un certain nombre d'embryons qui commencent à s'accumuler congelés. Et là se pose cette question, qu'en faire? Alors là, bien sûr on va dire, mais donnez-les à la science, qui en fabriquera des cellules souches embryonnaires. Ah, c'est très beau, ah, le bien de l'humanité, la thérapeutique, le Parkinson, l'Alzheimer. Bon, rassurez-vous, les cellules souches embryonnaires ne sont jamais arrivées à guérir quoi que ce soit, mais ça fait rien. Bon, et on est encore loin d'un quelconque effet. Mais là, vous avez des vies humaines. L'embryon, même avant l'implantation, est un être humain. Ce n'est pas un chou-fleur, hein, ce n'est pas une salade. S'il n'est pas un être humain, dites-moi ce qu'il est. Hein, c'est ça la question. Il est un être individuel humain. C'est un organisme qui parcourt son cycle vital. Donc, au nom d'une vague idée de la science, vous vous permettez de détruire des embryons. Et c'est là aussi, cette destruction périodique que nous faisons par la loi, elle est mal intrinsèque. Elle n'est pas acceptable. Alors vous me direz, mais quelle solution d'autre? Eh bien, c'est ça le problème. C'est que vous n'avez pas de bonne solution. Hein, vous n'avez pas de bonne solution éthique, parce que les conserver congelés, c'est indigne d'un embryon. Un embryon n'est pas fait pour rester congelé ad vitam aeternam. Il est fait pour être dans l'utérus d'une femme, ou alors être éliminé. Et donc finalement, cette fameuse destruction qu'on fait, oui, c'est un pis-aller, mais c'est la seule solution. Alors il faut les détruire avec respect. Voilà un autre exemple. Si l'intention est mauvaise, l'acte sera automatiquement mauvais. Donc, même si l'objet est bon, la bonté de l'objet en lui-même ne suffit pas à garantir la bonté de l'action. Alors, par exemple, je prends un acte de charité, c'est un coup classique. Oui, je vais donner 10 € en passant à ce pauvre handicapé, ou non, ce pauvre qui quête régulièrement devant une boulangerie. Bien. Alors, je le fais, et je le fais, en fait, pour montrer que je suis un homme charitable. Alors, j'ai attendu qu'il y ait beaucoup de monde dans la boulangerie, et là, je sors mon billet de 10 €, et devant tout le monde, je le donne. Bon, ben, c'est un acte qui ne vaut rien, hein, puisque, en fait, l'intention est mauvaise. Elle est à ma gloire. Bon. Je désire des louanges, donc il ne vaut rien du tout. Prenez, alors là aussi, une question qui dépend énormément de l'intention, sur laquelle on va revenir. C'est la fameuse question de la sédation profonde, continue, en fin de vie. Alors, une bonne intention, par contre, peut changer l'objet lui-même, s'il est relativement neutre. Je prends un autre exemple, c'est la fameuse question, toujours de la pilule. Lorsque cette pilule, la pilule combinée, estroprogestative, est utilisée, non pas dans un but contraceptif, mais dans un but thérapeutique. Par exemple, pour un traitement d'endométriose. Alors, dans ces cas-là, et ça a été très rapide, dans l'humanité, c'était inclus dans l'humanité, là, il ne s'agit plus de contraception, et donc le fait de prendre cette pilule contraceptive n'a rien d'immoral, puisque c'est un but thérapeutique. Bien, alors là, bon, oui, à double effet, peut-être pas. Là, je regarde. Alors maintenant, à cause de l'importance de l'intention dans l'acte moral, on en a développé une morale dite d'intention ou morale téléonomique. Elle est juste jusqu'à un certain point, je vais vous donner des exemples, puisque si vous avez une bonne intention, vous pouvez transformer un acte neutre en acte valide, hein. Mais poussée un peu dans ce retranchement, elle devient exagérée, parce qu'elle va tendre à prendre un acte mauvais et à le justifier au nom d'une bonne intention. Ça a été toute la dispute qui a suivi humanité. Ce serait comme quelqu'un qui, en général, il ne tue pas les autres,
il est arrivé chez quelqu'un, il se présente devant le juge en disant « Moi, mon intention générale n'est pas de tuer. » Ah, dans ce cas particulier, oui, mais... Bon. Alors, il y a un élément important en conclusion, et ça sera presque le premier principe. La fin ne justifie jamais les moyens. Et ça, continuellement, dans nos discussions sur la bioéthique, on fait l'inverse. On va justifier des choses, hein, on va justifier des moyens au nom d'une fin. On va justifier la destruction embryonnaire au nom des mérites thérapeutiques des futures cellules souches embryonnaires qui n'ont pas montré leur efficacité. Et on a beaucoup d'exemples. Donc ça, c'est un principe intangible. On a justifié une quantité de choses incroyablement mauvaises au nom de ce principe de la fin qui justifie les moyens. Hein. Faisons cette guerre. Ben, la guerre, c'est terrible, mais nous pourrons avoir une expansion de notre population, ça sera pour le bien de notre pays, etc. Hein. Bien. De même, bon, vous avez des terroristes qui font sauter des bombes, eh bien, utilisons les moyens pour savoir qui ils sont et où ils sont. Hein. Utilisons la torture, disons-le clairement. Hein. Là, justement, ce problème moral s'est posé, par exemple, en Algérie très sérieusement. Certains ont utilisé la torture et d'autres y sont refusés. Alors, les circonstances, finalement, c'est ce qui intervient le moins. Contrairement parfois à ce qu'on croit. Elles ne peuvent pas changer la valeur d'un acte moral. Elles peuvent aggraver ou diminuer la bonté ou la malice de l'acte moral. Par exemple, c'est vrai que si vous volez 1 million d'euros et si vous volez 10 euros, on pourra considérer qu'il y a un acte plus grave dans un cas que dans l'autre. Hein. Bon. Alors, par exemple, le cas se pose en particulier dans les fins de vie, dans l'euthanasie, où c'est vrai que certains malades avec des maladies neurologiques, une sclérose latérale amyotrophique qui traînent depuis des années et des années, qui sont de plus en plus gênés, etc., c'est vrai que c'est dur pour la famille. Hein. On pourrait dire pareil pour une maladie d'Alzheimer qui traîne depuis des années, une personne qui ne vous reconnaît plus, etc. Et là, oui, les personnes peuvent être tout à fait tentées de, au fond, délivrer la personne qui souffre. Ça sera une circonstance atténuante, mais ça ne sera pas une justification de leur acte. Et très souvent, les gens qui ont passé cette barrière éthique et qui sont arrivés à l'euthanasie de parents proches, après, bien, rentrent tout à fait dans le ADLD, dans le droit à mourir. Hein, le fils de... de Jospin. M. Jospin était tout à fait comme ça, il avait euthanasié sa mère et après il était tout à fait passé, et vous avez beaucoup de cas semblables. Alors, prenons par exemple une question là où les circonstances peuvent intervenir. C'est assez rare, mais ça s'est passé. Il y a des années, lors de l'indépendance du Congo, qui était encore le Congo belge, alors ça nous remonte vraiment, c'est antédiluvien, hein, eh bien, toute la santé publique était tenue par des sœurs catholiques. Et là, elle dit, si nous avions un moyen qui permettrait de prévenir les grossesses non voulues, en cas de viol, peut-être pourrait-on convaincre ces religieuses de prendre ce moyen et de rester sur place. Elles ne risqueraient plus, en tout cas, les conséquences d'un viol. À l'époque, il n'y avait pas de pilule contraceptive, elle n'était pas encore sortie sur le marché. Et ça avait beaucoup discuté, mais on n'avait pas encore bien les moyens de résoudre la question. Et le moyen est venu avec Humanité, qui lui, clairement, a parlé d'actes sexuels humains, en couple, bon, et puis d'actes non humains, le viol, qui peut se passer dans le couple. Et là, le père Zalba a donné un bon éclairage, a dit que dans le cas d'un acte sexuel inhumain, comme dans le viol, là, il n'était plus question de morale sexuelle classique, il était question de se défendre contre un injuste agresseur. Et alors là, la pilule était apparue, et la prise de pilule était justifiée pour protéger la religieuse, pas dans un but contraceptif. Cette doctrine, qui n'avait pas eu le temps d'être utilisée, a servi après en Serbie, etc. Et elle est même utilisée par les confesseurs dans le cas de couples où l'homme est bestial, il prend sa femme quand il veut, il n'y a aucun moyen de discuter,
Bien sûr, les méthodes naturelles ne peuvent pas être utilisées. Et alors, dans ces cas-là, après un certain nombre d'enfants non voulus, la femme peut éventuellement, avec l'aide du confesseur, peut décider, s'il n'y a pas d'autre moyen, de prendre son contraceptif, parce qu'il n'y a rien à faire avec le mari. C'est exceptionnel, c'est pastoral, mais on peut étendre ainsi le jugement. Maintenant, on arrive au principe. Alors, au fond, d'où ça démarre au niveau de la morale? Quand on réfléchit au parcours de la morale, son point de départ est vraiment dans ce qu'on appelle la morale naturelle. En fait, l'homme recherche des biens. Et il en recherche fondamentalement, en fait, une dizaine, qu'on appelle les biens fondamentaux. Leur caractéristique, c'est que ils sont à coup sûr un bien, mais on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'ils sont fondamentaux. L'amitié, c'est un bien. Tout le monde aime être des amis. Expliquez-moi pourquoi c'est un bien. Qu'est-ce que ça vous donne, si c'est vraiment d'amitié pure? Les chats n'en ont rien à faire de l'amitié entre chats, hein, par exemple. La beauté, l'esthétique. Expliquez-moi, pourquoi c'est bien? Ah, parce que c'est beau. Ah ben oui, d'accord, vous retombez sur vos pieds, mais vous n'arriverez pas à dire pourquoi, parce que c'est au fond de vous-même. Que sans aucun problème, on apprécie ce qui est beau, on apprécie une belle musique, on apprécie d'être avec des amis, on apprécie de connaître, on apprécie une paix intérieure. On a donc toute une série de ces biens fondamentaux, ce que saint Thomas appelait les inclinaisons fondamentales. On a fondamentalement des tendances vers ces biens, et au contraire, un dégoût, un recul devant des actions mauvaises. Ça, c'est la morale fondamentale. Son problème, c'est qu'elle n'est pas précise du tout, puisque, au fond, on n'arrive pas bien à définir. Et quand on veut préciser un petit peu, eh bien, oui, c'est le message éthique écrit dans l'être humain qui dépend de la nature humaine qu'on trouve déjà là. Ce n'est pas une série de préceptes déjà écrits comme l'étape de la loi. Non, ce sont des tendances qu'on a en nous. Alors, maintenant, donc le premier, c'est la recherche du bien, et puis les fameuses inclinaisons naturelles. D'accord. Les hommes, bien sûr, n'en sont pas restés là. Et dès qu'ils commencent à être organisés, pour le bienfait de la société, pour le bienfait de tout le monde, ils commencent à essayer de les canaliser, ces biens, pour en tirer des principes ou des préceptes qui aideront la société. Alors, toute société, à partir du moment où elle commence à s'organiser, se donne des lois, des principes. Et en principe, au niveau de l'éthique, de la morale. Je ne vais pas faire la liste, mais vous avez là, par exemple, un des plus anciens, c'est le code de Hammurabi, le roi de Mésopotamie. Et ça date de 1754 avant Jésus-Christ. Alors, plus récent, mais quand même assez vieux, notre fameux décalogue, l'étape de la loi, que Moïse casse joyeusement au pied du Sinaï, parce qu'il y a eu le veau d'or entre-temps. Et la décalogue, c'est une formulation de préceptes. On aurait pu en mettre davantage. On s'est limité à 10. Un système de préceptes, alors beaucoup plus récent, qu'on connaît bien, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est en plein morale naturelle. Alors aujourd'hui, c'est amusant, le terme morale naturelle, on ne peut pas l'employer. On dit tout ce qui vous a... Mais en fait, si les droits de l'homme ont leur valeur, c'est qu'ils correspondent vraiment à ce qui est dans le cœur de l'homme. Après les droits de l'homme, on a commencé à ajouter ce qu'on appelle des droits positifs, c'est-à-dire des droits qui n'ont pas de base philosophique ni anthropologique, mais qui correspondent à mon caprice, à un groupe de pression, etc. Alors là, on tourne la planche à billets, on peut les multiplier à l'infini, ces droits positifs. Alors bon, il y aura les droits, je sais pas, aller à la pêche, c'était inscrit dans la Révolution française. On aura les droits de tel ou tel groupe opprimé. On aura le droit à l'enfant, qui n'est pas un droit. On aura le droit à avorter. Bon, on aura, aujourd'hui, on a un droit à mourir. Bon, alors ça, vous les multipliez, ces droits, mais ils n'ont pas du tout la valeur des droits de l'homme, hein, parce qu'ils sont basés sur un petit intérêt particulier. Alors, au niveau de la bioéthique, la morale naturelle nous donne deux grands principes. Le caractère sacré de la vie humaine, puisque c'est le premier bien, le bien fondamental, que ce n'est pas nous qui l'avons créé, et que nous avons à la garder. Et puis deuxièmement, la dignité de la personne humaine, qu'on reconnaît. Hein, quand je vois une personne, je la reconnais, je veux entrer en relation avec elle. Et cette dignité de la personne humaine
dans la morale naturelle, elle est valable pour toutes les personnes humaines, dans toutes ses dimensions, qu'il s'agit d'une personne handicapée, simple d'esprit ou d'un président. Alors, l'éthique hippocratique, Hippocrate, lui, on se rapproche de l'ère médicale, et il nous a donné 3 principes. Le secret professionnel, je n'ai pas le droit de dire à l'extérieur ce que j'ai vu, ou ce qui concerne mon malade. Et ce principe forme le noyau fondamental de la pratique médicale. Et notre cher Emmanuel Kant, alors il a ajouté son grain de sel. Emmanuel cherchait à bâtir une morale, pas athée, mais laïque, qui ne soit pas dépendante de la religion, parce que sa grande angoisse était de voir la perte de la religion. Quand tu vas faire un acte, imagine que tu élargisses l'acte au monde entier, que tu donnes le droit à tout le monde de faire cet acte, et vois, c'est possible ou c'est pas possible? Et si c'est pas possible, arrête-toi. Universalisable. Si je passe à côté de mon étalage de pommes, si je prends la pomme parce qu'elle me plaît, à ce moment-là, je me dis, si tout le monde fait ça, ben, mon pauvre marchand de pommes, il ne va pas durer longtemps. Donc, ce ne sera pas un bon principe. Donc, l'universalisable, et c'est un très bon principe. Est-ce que je peux, justement, c'est devenu, penser que l'avortement volontaire est universalisable à tout le monde dans toutes les circonstances? Au bout d'un certain temps, on aurait une certaine crise démographique. Bien, et puis on aurait un gros problème vis-à-vis du respect de l'enfant, etc. Deuxième principe, l'homme comme fin en soi. C'est très important. Emmanuel Kant est celui qui donne ses lettres de noblesse à la notion de personne et à la notion de dignité. La personne, c'est celui envers qui je me dirige, je vois sa face, dirait Lévinas, et je veux entrer en communication avec elle. Alors vous me dites, oh, mais on n'est pas obligé. Non, parce que l'homme, et ça c'est un autre point qu'Emmanuel Kant a bien compris, l'homme est fait pour la relation. L'homme trouve son bonheur dans la relation. Prenez un homme, mettez-le sur une île déserte, c'est la fin de lui. Il aura beaucoup de difficultés. Et donc, en fait, on est tout le temps sur un plan de relation. Et dans cette relation, on veut faire une relation. Oui, je peux avoir des bonnes relations avec mon chat, avec ma petite souris, etc. Mais quand même, avec mon copain Mathieu, c'est différent. Et donc, je reconnais qu'il est une personne, je reconnais qu'il est capable d'un acte moral, je reconnais qu'il est capable de prendre une responsabilité, je le reconnais comme personne, et donc j'y attache la notion de dignité, je le respecte. Même s'il n'est pas, etc., je le respecte. Bien. Alors, à ce moment-là, l'homme, c'est vrai qu'on traite les autres bien souvent comme moyens. Moi, quand je vais acheter des timbres à la poste, je passe par quelqu'un qui a son guichet, ou pas dans le guichet, je lui demande 10 timbres, je l'utilise comme moyen pour avoir mes timbres. C'est évident. Mais ce que Kant dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours et en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. Attention, et dans ta propre personne. Le gars qui se drogue, il utilise son corps comme moyen et pas comme fin. Il n'a plus de respect envers lui-même. Donc c'est important. Alors Emmanuel Kant était profond. Seulement sa philosophie, elle était trop basée sur une métaphysique, quand même sur des restes de religion, sur la croyance en une morale universelle, pour valoir aujourd'hui, en 71, au moment où il y avait 36 options ou idées différentes sur l'homme, où il y avait les uns athées, les autres bouddhistes, les autres shintoïstes, les autres... Bon. Et donc, dans ce grand vacarme des pensées, on ne pouvait plus asseoir la bioéthique naissante sur des principes anthropologiques ou moraux communs. C'était ça le problème. Et les gens avaient beau nous dire, ben, votre morale, mais en fait, ça change continuellement. Vérité d'un côté des Pyrénées et mensonge de l'autre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Beauchamp et Childress, ce qui a été après mis dans leur bouquin
Principles of Biomedical Ethics, 79, et dans le Belmont Report de 79, ils ont établi des principes, comme avait fait Kant, mais au fond des principes qui n'ont pas de base philosophique ni anthropologique, des principes qui sont acceptables par tous, qui ne sont pas absolus, mais qui permettent quand même de déterminer des lignes guides. Et c'est ce dont on a besoin. Si la bioéthique n'avait pas de principes, c'était fini, on n'avait plus rien. Donc il fallait lui donner des principes, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils le disent même, ils auraient pu prendre autre chose. Alors ces 4 principes, vous les connaissez probablement, c'est l'autonomie qui est le principal, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Alors ces principes demandent à être un petit peu élargis, parce qu'ils sont très étroits, et que vous voulez régler toutes les questions de bioéthique au travers de ces espèces de grilles assez étroites, c'est ça le problème. Mais c'est la bioéthique universelle, et que ce soit au Conseil de l'Europe, à l'UNESCO, au Brésil ou autres, ce sont sur ces 4 principes qu'en général on discute et qu'on fait passer nos avis, en discutant chaque principe. Alors je ne vais pas trop les détailler, parce que je vois que l'heure tourne, et le premier, bien sûr, c'est l'autonomie. Le respect de l'autonomie. C'est ce qui n'était pas bien respecté dans la médecine hippocratique. Je sais, tu ne sais pas, voilà le médicament que tu dois prendre, c'est moi qui dirais, ne me pose pas de questions. Et d'ailleurs, le malade ne posait pas de questions. Alors, c'est là où toute la révolution de l'autonomie a changé les choses. Oui, le malade a le droit d'être informé sur sa maladie, a le droit de participer à la décision médicale et a le droit lui-même aussi d'avoir une certaine responsabilité dans sa thérapeutique. Alors, l'autonomie doit toujours être respectée. Dans cette autonomie, on peut éventuellement faire rentrer la dignité, mais elle n'y rentre pas bien. Alors, quel est le travers de l'autonomie? C'est que, premièrement, pour les médecins, c'est un certain désistement. Au malade à faire ses choix, moi je lui donnerai ce qu'il veut. Ça s'est beaucoup passé aux États-Unis dans les années 60. Ah, vous voulez telle chose? Voilà, on fait ça. Bon. Et c'est le style, moi j'ai entendu. Ah, monsieur, vous savez, après une œsophagoscopie, un cancer d'œsophage, ça n'a pas duré longtemps, 6 mois. Alors qu'est-ce que vous décidez? C'était à peu près ça, ce genre de discours de l'autonomie. On s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. Et c'est pourquoi, aux États-Unis, les médecins en réaction ont introduit le principe de la futility, donc de l'inutilité, en décidant qu'ils avaient l'expérience pour dire que tel ou tel traitement, à tel ou tel stade de la maladie, était inutile. Et donc en le refusant à la famille qui le demandait. Alors ça, j'y reviendrai quand on parlera du principe de la proportionnalité, mais retenez déjà la futilité, qui limitait un peu l'autonomie. La bienfaisance, ben oui, il faut que le traitement serve à quelque chose. Ben, s'il ne sert à rien, bon, il peut avoir un intérêt, servir de placebo. C'est vrai qu'il y a un énorme effet placebo dans toute thérapeutique. D'accord, mais enfin, uniquement un effet placebo, c'est un peu gênant. Non-malfaisance, ça c'est la première chose qu'on demande d'un médicament. Dieu sait que les scandales dont on a parlé ces temps derniers sont dans ce sens. Il faut quand même que les effets secondaires soient relativement modérés, qu'on n'ait pas d'accidents trop graves et autres. Et la justice, elle n'était pas dans la médecine hippocratique, c'est la nouvelle venue. Et au fond, elle fait rentrer la notion de bien commun. Jusqu'alors, la médecine était très individuelle. Mon médecin, le malade, le patient, une relation à deux. Maintenant, la santé est devenue un ministère, un phénomène de population, une préoccupation générale, elle consomme énormément d'argent, et donc elle doit être vue du côté du bien commun. C'est la fameuse histoire des vaccins. Bien, alors, il y a une polémique là-dessus. Les vaccins ont prouvé leur efficacité. Toutes les maladies infectieuses infantiles ont complètement disparu. La variole a disparu. La polio a disparu. Le bénéfice est énorme. Alors maintenant, comme on a oublié comment c'était avant, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Ah, mais il y a de l'aluminium, etc. Il y a une menace, ça peut peut-être donner l'autisme, etc. »
Oui, il y a des voix de professeurs ou autres, mais c'est grave. Et du coup, il y a des parents qui les écoutent, ça vient des autorités, etc. Ils ont l'air d'avoir des publications, bon, et qui commencent à ne plus vouloir faire vacciner les enfants. Pendant 10, 20 ans, rien ne se passera. Et là, tout va revenir. Parce que la prévention de ces maladies dépend d'un certain taux de couverture de la population. Et donc là, on est au niveau du bien commun et plus du tout du bien individuel. Les parents qui ne veulent pas faire vacciner leur enfant, ils raisonnent au niveau individuel. Mon enfant, et je ne veux pas. La santé, elle résonne au niveau collectif. Si cet enfant qui ne sera pas vacciné contre la rubéole, il va se balader, il passe chez quelqu'un, la rubéole, on ne s'en aperçoit pas, c'est une maladie, quelques petites vésicules, rien du tout. Bon, alors, lui, il n'est pas humain, et il prend le virus chez quelqu'un qui était un porteur apparemment sain, et il va visiter sa tante qui est enceinte, et qui est enceinte à 2e, 3e mois, et il lui passe gentiment la rubéole, et l'enfant naîtra avec une malformation cardiaque. Alors là, les parents qui ont refusé de faire vacciner l'enfant sont responsables de la malformation cardiaque. Hein, et c'est ça qu'il faut voir. Et donc le corps est important, c'est au travers du corps que je m'exprime, c'est au travers du corps que je peux parler, c'est au travers du corps que j'entre dans l'histoire. Donc le corps n'est pas un jouet. Le corps est à respecter, il a une profonde dignité. Et quand on s'amuse et on transforme son corps en jouet, là aussi, on tombe complètement dans un travers. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon cœur. Je ne peux pas m'amuser à amputer n'importe quelle partie de mon corps. Deuxièmement, valeur fondamentale de la vie physique. Oui, ça ramène à la morale naturelle. La vie physique n'entrait pas dans les 4 principes de Beauchamp-Childress. Attention, autonomie, bienfait, non mal fait, justice, la vie physique n'était pas. Hein? Et là, on la fait rentrer. Parce que c'est la valeur fondamentale. Et vraiment, c'est une notion de morale naturelle. Principe de totalité. Je n'ai pas le droit de faire une intervention sur une des parties de mon corps, sur un organe, qui nuirait au tout, ou qui ne serait pas profitable au tout. C'est le principe de totalité. C'est le principe chirurgical. Un chirurgien peut vous enlever l'appendicite parce qu'elle est actuellement pathologique. Enlever même une appendice normale dans un but préventif, non, il n'y a pas de maladie. En fait, je n'ai pas tellement le droit. Alors, vous voyez déjà le problème de la chirurgie esthétique. Vous voyez le problème des transplantations de face. Dans les transplantations de face, oui, il y a un argument psychologique. La vie est invivable. Hein, mais quand même. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec notre corps. Hein. Et c'est donc toujours, quand on interviendra, ça sera avec une vision thérapeutique. Et pas pour une augmentation de capacité ou autre. Hein. Le principe de la liberté-responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ouais, j'ai mon corps, j'ai le droit d'en faire n'importe quoi. Tu es un être vivant, tu en es responsable dans ton corps. Tu ne veux pas le traiter n'importe quoi. Le principe de socialité, solidarité, subsidiarité, nous sommes tous solidaires, et au niveau de la santé, nous sommes solidaires. Et donc, en fait, c'est pourquoi on justifiera les épreuves cliniques, donc l'expérimentation humaine, au nom de ce principe de solidarité. Oui, il faut faire des expérimentations de médicaments chez l'homme, on l'accepte, bien que ça ne puisse peut-être pas servir directement à la personne, mais la personne est d'accord, elle signe son consentement informé, au nom quand même d'une solidarité.